La présente communication, donc je lance un enregistrement. J'ai pu enregistrer le début de la conférence. Encore une petite minute. Alors, où est-ce que je suis? Ouais, ça devrait aller. Alors, est-ce que... Oui, le diaporama, je pense que tout le monde a vision. Je vais lancer le diaporama. Donc, chers amis, bonjour. Je me répète, je m'appelle Luc Laurent Salvador, je suis chercheur en psychologie au LIRDEF, laboratoire de sciences de l'éducation de l'Université Montpellier 2. Et d'emblée, je tiens à remercier vivement Dominique Battistelli pour l'organisation de cette journée. Merci. Et l'honneur qui m'est fait de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui en ce lieu. Je souhaiterais ce matin parler d'éducation à la paix au travers de la question de la responsabilité. En suivant la voie suggérée par Rainer Maria Rilke, qui dans ses lettres à un jeune poète écrivait « Construisons notre vie sur ce principe qu'il nous faut aller toujours au plus difficile ». Et il est assez évident que contribuer à la paix en fait partie, car nul ne me contredira, je crois, les temps sont durs. Dans ce troisième millénaire, naissant sur les décombres du 11 septembre 2001 à New York et du 11 mars 2011 à Fukushima, après un XXe siècle abominablement guerrier, après 500 ans de conquête et de domination des peuples premiers par le génocide, l'esclavagisme, le colonialisme, le néocolonialisme, nous devons faire ce constat, le rêve de l'an 2000, l'espoir d'une société gouvernée par la science et la raison n'est plus. Nous voyons bien à présent que nous l'avons dépassé, qu'il s'agissait d'un simple mirage, d'un miroir aux alouettes. À l'évidence, malgré tout, les hommes ne manquent pas de projets, mais aucun rêve fédérateur de même envergure n'est plus présent sur l'horizon du parc humain. Ce que nous voyons venir de toutes parts, ce sont surtout des risques de catastrophes économiques, environnementales, technologiques, guerrières, et il devient difficile d'échapper à la condition que nous vivons dans un monde chaotique, ne serait-ce que au sens de complètement imprévisible. Alors bien sûr, il ne faut pas se décourager. Mais il faut aussi se garder de tout optimisme naïf et croire que la paix est à notre portée simplement parce que nous la désirons. Bien entendu, je vais faire de mon mieux, je ne vais pas me décourager, mais en même temps aussi, je ne suis pas sûr de vous proposer quoi que ce soit de réellement nouveau, je vous dis, votre indulgence sera nécessaire. Vous savez ce que disait De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Je ne suis qu'un de ces chercheurs qui cherchent, et encore de la pire espèce, vous le verrez, je fais dans la théorie. Bref, je ne sais pas si vous trouverez ici ce que vous cherchez, mais pour tout vous dire, quand on voit l'état du monde, je me demande si nous n'avons pas eu des attentes déraisonnables, peut-être démesurées, vis-à-vis de la raison et de la science. Ne sommes-nous pas en effet quelque peu aveuglés par les progrès indéniables des sciences et des techniques? Ne verserions-nous pas dans une illusion de maîtrise qui nous rend ignorants de l'étendue de notre ignorance? Songez en effet que nous ne savons pas ce qu'est la gravité. Nul ici ne peut dire pourquoi cela tombe. Nous savons seulement dire comment s'effectue la chute des corps, mais pas pourquoi. Les gravitons sont des hypothèses et nul n'en a jamais rencontré. La conscience, le miracle des miracles, le fait que l'étant est, comme disent les heideggeriens, eh bien la conscience attend toujours une explication satisfaisante. L'homme, enfin, nul ne peut dire ce qu'il est. Ainsi, on ne sait pas s'il existe une nature humaine qu'il faudrait préserver au travers d'une certaine forme d'humanisme, ou si au contraire, il n'y a pas de limite au dépassement de l'humain par la symbiose technologique. Quand on prend conscience de cette ignorance, on peut légitimement se demander qu'en est-il de la paix? Et là, à plonger ainsi dans le doute systématique, eh bien, nous pouvons, comme Descartes, en retirer au moins une certitude. Nous savons que l'histoire humaine est une histoire de violence, une histoire de sacrifice, de guerre, de massacre, de génocide. Le sang humain est proprement le ciment de notre univers. Comme à Rome, il scelle les fondations de nos sociétés traditionnelles ou modernes. Cette histoire de violence qui plonge dans la nuit des temps, Héraclite a résumé avec ce fragment fameux, le combat des pères et rois du tout.
car il est clair que ces premières histoires de l'humanité, que sont les mythes fondateurs, ont pour caractéristique d'être portés par les thèmes du conflit générateur, de l'origine violente du monde, du sacrifice originel. Sans doute pourrait-on voir là une structure indépassable, proprement fatale des sociétés humaines. Platon ne disait pas « seuls les morts voient la fin de la guerre ». Mais rien cependant ne nous oblige à tenir la violence entre les hommes comme un mal inévitable. Car comme l'affirmait si justement Hölderlin, là où gît le péril, croit aussi ce qui sort. À sa façon, c'est ce que René Girard démontre dans une anthropologie d'autant plus fascinante qu'elle décrit comment les hommes ont constamment recherché la paix. Au travers d'un processus d'une extrême violence, le sacrifice, c'est-à-dire la mise à mort rituelle d'une victime innocente, un bouc émissaire. Son œuvre constituera notre point de départ et notre point d'arrivée. Elle nous amènera à nous demander quels sont les facteurs de réconciliation dans ce mécanisme de bouc émissaire qui a rassemblé les hommes depuis la nuit des temps. Existe-t-il des voies de la réconciliation non violente qui soient aussi contagieuses que celles de la violence? Mon sentiment est qu'au moins une de ces voies existe. Elle est connue, mais peu pratiquée. Sans doute parce qu'elle est exigeante, difficile. Mais qui pourrait croire que la bataille de la paix sera gagnée sans que nous ayons à payer de notre personne? Je vais donc vous parler de responsabilité, mais non pas seulement au sens de faire ce que l'on a à faire, ou de reconnaître ce que l'on a fait, en assumer la paternité, surtout lorsqu'elle est glorieuse. Non, je vais vous parler de responsabilité, surtout au sens d'être capable de se mettre en cause. Et elle a une forme de sacrifice de soi qui nécessite un grand courage, à tel point qu'elle constitue un obstacle presque insurmontable pour la plupart d'entre nous. Nous préférons souvent n'importe quelle défense, accuser, excuser, détourner, minimiser, temporiser, etc. Dans ce qui suit, nous nous demanderons pourquoi la capacité à se mettre en cause est tellement importante pour la paix. Pourquoi elle est si rare? Pourquoi et comment éduquer à cela? Pour ce faire, nous allons d'abord nous intéresser au modèle girardien et au mécanisme sacrificiel, pour tenter ensuite de faire apparaître la place singulière de la capacité à se mettre en cause dans une logique de réconciliation non violente. Enfin, j'essaierai de montrer l'intérêt d'une éducation à la responsabilité. L'anthropologie de René Girard est basée sur trois hypothèses fondamentales. La première hypothèse est celle d'un besoin de stabilité, de paix intragroupe, à l'intérieur du groupe, que l'on peut considérer comme un facteur de sélection naturelle, puisqu'il a une incidence directe sur la reproduction du groupe. Un groupe où la violence intestine domine ne peut pas se reproduire. La deuxième hypothèse est celle de la tendance mimétique, tendance largement démontrée chez l'humain au XIXe avec des phénomènes d'idéomotricité, vous savez, l'hypnose, etc., que le psychiatre avait mis en avant, et confirmée depuis par la découverte des neurones miroirs. Si vous voulez, il faut considérer que nous ne sommes pas isolés les uns des autres. Nous le savons au niveau des nations, nous avons une prise de conscience à ce niveau-là. Au niveau des humains, nous continuons à nous penser individus. Et pourtant, nous ne sommes pas isolés les uns des autres. Et cela à tel point que ce que vous faites a une telle influence sur moi, sur mes représentations, ma tonicité musculaire, que si je ne suis pas capable de m'inhiber, la simple observation de votre comportement pourra me porter à le reproduire. Toutes les contagions comportementales, les plus élémentaires, comme le bâillement au plus élaboré, comme les modes vestimentaires ou autres, viennent de là. Girard postule aussi l'existence, ainsi je dirais plutôt, l'existence d'un désir mimétique. C'est-à-dire la contagion d'un désir qui vient lorsque le désir du modèle, représenté ici par la lettre M, ce désir qui porte sur l'objet, va être recoupé par le désir de l'imitateur. Le conflit est alors véritable. Lorsqu'il s'agit d'un objet non partageable. Donc, il y a là une hypothèse cruciale chez Girard, et je m'empresse de souligner que dans la société de consommation, nous jouons beaucoup de ce désir avec la publicité. Et comme elle tourne autour d'objets produits en masse, bien entendu, ils sont éminemment partageables et il n'y a pas de conflit. Alors, dans ce contexte d'hypothèse, Girard considère que l'augmentation continue des capacités d'imitation dans le cours du processus d'hominisation n'a pu que multiplier les rencontres incessantes des désirs concurrents et donc multiplier les occasions de conflit et de violence.
Il y avait donc un risque sérieux de désagrégation du groupe par la violence de tous contre tous, chacun désirant les objets de l'autre, femmes, aliments, etc. On peut penser que les groupes ayant survécu sont ceux qui ont résolu ce problème. Selon Girard, cela aura pu se faire par le rassemblement mimétique, toujours porté par l'imitation, du groupe dans une accusation collective de tous réunis contre un seul, le bouc émissaire, qui, mis à mort, laissera un groupe rassemblé et en paix. Vous connaissez la notion de lynchage, c'est exactement ça. Cette hypothèse sacrificielle, très bien corroborée par les observations des grands singes en milieu naturel, au sens où on voit des mécanismes de cette nature qui commencent à s'installer, permet de penser la genèse des cultures humaines, c'est-à-dire la genèse des mythes, que l'on peut voir comme la représentation de la solution qui a sauvé le groupe de la violence intestine, les rites qui seraient la reproduction de cette solution, et les interdits qui rendent tabous les objets du désir, source de conflits, les femmes, les aliments, etc. Enfin, selon Girard, on peut y voir l'origine des diverses institutions comme la royauté, le religieux. Je ne m'attarde pas sur son modèle, je vous donne quand même cette piste. L'idée de Girard, c'est que le roi peut être vu comme une future victime, une victime en puissance, qui précisément, en tant qu'elle est victime et qu'elle est jugée puissante et toute puissance, a un statut divin qui pourra être différé et voire parfois indéfiniment. Donc la royauté et la victime différée indéfiniment dans le monde. Mais j'en dis trop, je pense que je suis confus, je ne m'attarde pas. Je passe à l'essentiel qui va nous intéresser ce matin, qui est le mythe. Le mythe, pourquoi nous intéresse-t-il tout particulièrement? Parce que c'est l'histoire de ce qui s'est passé dans cette solution que nous dit Girard, solution à la violence intestine, qui a été le sacrifice à un moment donné, lynchage proprement du bouc émissaire. C'est l'histoire de ce qui s'est passé du point de vue des persécuteurs. Le constat est très simple. Je veux dire, si on va à l'essentiel, il s'agit d'une représentation du monde archaïque où ce qui se dit fondamentalement est que quand la victime est présente, la violence est présente. Et que quand la victime a disparu, la violence a disparu en même temps que beaucoup de bénéfices, qui viennent généralement avec la paix, apparaissent. De là, de cette confrontation, ce contraste, vient que la victime apparaît comme cause première. Elle est vue comme responsable de tout ce qui s'est passé, le bon comme le mauvais. Jugée toute puissante, transcendant la vie et la mort, puisque lorsqu'elle est vivante, elle amène la mort de la communauté, et lorsqu'elle est morte, elle amène la vie, elle apparaît de l'ordre du divin. Le mythe serait ainsi une explication, une représentation du monde basée sur une causalité de nature divine. Alors, tentons d'expliciter cela un peu plus avant. Qu'y a-t-il derrière cette histoire que raconte le mythe? Eh bien, on peut penser qu'il y a une logique causale du sacrifice qui se résume à l'idée que le sacrifice engendre et est opéré par une assemblée accusatrice unanime. Cela veut dire que l'on peut parler de rassemblement, de ressemblance, de consensus, d'accord, de concorde, de paix, d'unité retrouvée du groupe. Groupe qui se retrouve face à une réalité clairement identifiée et responsable, cause de ce qui s'est passé. Ainsi, le groupe se pense agi par la divinité et donc innocent. En son sein, nul n'est plus accusé, nul ne risque ni ne craint de l'être. Chacun se sait et se sent en accord et donc en paix avec son voisin. Tout cela, alors c'est ce que j'ai essayé de figurer avec les images rouges qui représentent le sacré. Tout cela peut se comprendre comme le fait que le sacré, le domaine des causes, des dieux, de la violence qui entoure la communauté, a fait effraction dans le groupe. Lorsque la future victime y est entrée, elle a causé le trouble, puis a été expulsée par le sacrifice. Donc, en fait, on peut comprendre le sacrifice comme une sorte de vidange causale, un drainage de la causalité venu contaminer le groupe depuis le sacré. Et donc, le mythe, en tant qu'il constitue l'explication de ce qui s'est passé, puisqu'il fait référence à des causes, peut être vu comme la forme fondamentale de construction sociale de la réalité. C'est une explication. Et quelque part, nous allons le voir tout à l'heure, elle rejoint les explications de nature scientifique.
En tout cas, ce que je souhaite souligner ici, par rapport à cette idée de construction sociale de la réalité opérée par le sacrifice et par le mythe qui en est la représentation, ça tient au fait qu'une chose, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du réel, ne peut être qu'une cause. Il y a là quelque chose d'essentiel, pas forcément très bien aperçu en général. Et nous retrouvons ici une idée ancienne, celle du philosophe David Hume, qui disait la causalité est le ciment du monde. Non pas seulement le ciment qui scelle, mais aussi le ciment du béton, le ciment qui porte, le ciment qui fait les choses. Vous savez qu'en anglais, une chose se dit thing. Eh bien, cette image, que je vous présente là, représente un thing, une assemblée judiciaire des peuples saxons et nordiques qui décide de ce qu'en latin on appelle un cas, une cause, et donc une chose. Depuis toujours, donc, le réel sont les causes sur lesquelles les humains se sont accordés. Et ce qui fut d'abord seulement judiciaire est depuis la principale activité humaine, qui se dit causer en français. Et il a dit la fait en créole. Une activité qui consiste à traiter les causes du réel derrière l'apparence dans un contexte social. Lorsque nous causons, nous nous rassemblons. En nous accordant sur des causes et donc sur la réalité que nous partageons. Cela nous donne un sentiment de sécurité par la stabilité et le contrôle que donne l'accès au réel et le sentiment d'appartenance à une communauté accordée à ce réel, qui, encore une fois, constitue un ensemble de causes, je parle du réel, situées en dehors de la communauté des humains, mis hors de cause, et donc dans la paix avec eux-mêmes. Je note par exemple dans cette idée-là que le tsunami de 2004 était une cause naturelle qui a très largement rassemblé, unifié la communauté internationale. C'est cet ordre d'idées que j'essaie de faire passer, cette idée que les humains aiment bien se présenter innocents face à une réalité qui leur rend cause de beaucoup de choses et qui leur permet souvent de se discuter. Quoi qu'il en soit, les scientifiques ne font rien d'autre que ce que nous faisons au quotidien lorsque nous causons. Ils recherchent le consensus entre différents observateurs d'une même réalité. La similitude des résultats des différentes observations et expérimentations garantit qu'aucune n'est contaminée par la subjectivité de l'observateur. La chose observée peut être jugée réellement cause de la phénoménologie, si tel est le cas, s'il y a une similitude entre les observateurs. S'il n'y a pas consensus, si les observations sont discordantes ou contradictoires, alors il n'y a pas de réalité à tester. Ce fut le cas de la fusion froide ou de la mémoire de l'eau, par exemple. Donc ici aussi, pas de réalité, pas de cause véritable, sans consensus attributionnel. Il apparaît en somme que nous avons besoin de consensus, parce que lui seul permet l'attribution causale sûre qui nous donne accès au réel, dont nous avons besoin. Réel qui nous donne la sécurité dont nous avons besoin, qui nous donne la paix, qui nous donne l'unité, qui facilite le consensus. Ce qui facilite le consensus en particulier, c'est le fait que nous n'aimons pas le dissensus, qui nous laisse dans l'incertitude quant à la réalité. Comme chante Brassens, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Je vous laisse imaginer tous les lynchages, médiatiques ou autres, toutes les pressions et les violences qui ont pu être utilisées dans l'histoire pour forcer le consensus sur une version particulière de la réalité. C'est pour cela que le combat a si longtemps été père et roi de tout. Parce que jusqu'à présent, il est apparu qu'on ne demande pas au vainqueur s'il a dit la vérité. Nous voyons bien donc le danger de ce besoin de réalité, de ce besoin de consensus, en même temps que la force du consensus, qui depuis toujours nous porte à tenir une victime donnée pour coupable, alors qu'avec le recul, il apparaît si souvent qu'il s'agissait d'un bouc émissaire. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de faire tourner les diapos. Ce que nous dit en somme Girard, c'est que nous avons longtemps construit le consensus, et donc la paix, sur le mensonge, sur la violence de l'accusation partielle. Si maintenant que nous ne voulons plus de cette réconciliation violente, ou si nous n'en avons plus les moyens, plus la force, ou que nous refusons d'employer la force, que pouvons-nous faire? Comment restaurer la paix tout en respectant l'indispensable logique causale du consensus? C'est là où la question de la responsabilité et de la mise en cause du soi intervient. Je vais essayer de le montrer au travers de deux exemples. L'un qui reste sur le versant du sacrificiel archaïque
et l'autre qui vient sur le versant d'un sacrificiel plus actuel et surtout plus sain, assuré. Le premier exemple concerne Stanley Tookie Williams, chef de gang, accusé en 1979 de 4 meurtres qu'il ne reconnaît pas. En prison, il vit une forme de rédemption et devient activiste de l'éducation non violente. Malgré cela, sa demande de grâce sera rejetée par le gouverneur de Californie en ces termes. L'accusé insiste qu'il est innocent, qu'il ne va pas et ne devrait pas demander pardon, ou se repentir de quelque manière pour les meurtres des 4 victimes de cette affaire. Sans demande de pardon et de repentir, il ne peut y avoir de rédemption. Par conséquent, la demande de clémence est refusée. En refusant de se reconnaître coupable de ces meurtres, Stanley Tookie Williams ne donne pas à la société ce dont elle a besoin, le consensus causal, une réalité restaurée. La société l'élimine et, ipso facto, fait disparaître le dissensus. C'est la bonne vieille logique sacrificielle qui est ici à l'œuvre, en 2005. Le second exemple concerne Guy Georges, un tueur en série. Lorsqu'il se présente devant la cour d'assises de Paris, il se rétracte d'emblée. Mais au cours du procès, Guy Georges craque. Il avoue de nouveau tous les meurtres. Et étrangement, les familles apparaissent alors soulagées, émues, presque reconnaissantes, le visage empreint de gratitude. C'est étrange, c'est étonnant, mais en même temps c'est parfaitement compréhensible, car grâce aux aveux, l'unanimité est retrouvée. La réalité est restaurée, la paix peut revenir dans les cœurs, le travail de deuil va pouvoir s'accomplir. L'attitude responsable consistant à reconnaître son fait n'est pas une nouveauté. Parce qu'accepter délibérément de se confronter à une foule pour être mise en cause, n'est-ce pas l'attitude christique par excellence? Le monde anglo-saxon est assez en avance sur la chose. On peut le voir avec Dominique Strauss-Kahn, par exemple, qui a eu des frasques sexuelles au FMI, mais le FMI, le patron du FMI étant l'institution, c'est les États-Unis, hein, c'est une institution états-unienne, quoi qu'on en dise. Strauss-Kahn s'est plié à la règle qui vaut dans le monde anglo-saxon et donc il a fait amende honorable, contrairement à Berlusconi qui vit dans des pays latins où on peut encore essayer de jouer avec la justice. Toujours pareil dans cette idée de pays anglo-saxons un peu en avance, je dirais, il y a le bureau des affaires indiennes aux États-Unis qui a demandé pardon pour sa participation, sa collaboration au nettoyage ethnique des Indiens d'Amérique du Nord. En février 2008, l'Australie, par la voix de son Premier ministre, a demandé pardon, a reconnu en même temps les générations perdues, c'est-à-dire tous ces enfants qui ont été arrachés à leur culture pour être placés dans des familles et donc coupés de leurs racines, en créant des dégâts surtout au niveau psychologique qui sont apparus et donc pour lesquels l'Australie a demandé pardon. Ils ont été rapidement imités par le Canada qui, donc en juin de la même année, a demandé pardon pour à peu près la même chose, à savoir les écoles résidentielles qui ont arraché les enfants indiens de leur famille pour les éduquer, mais qui en même temps leur ont fait subir, je pense que la même chose est arrivée en Australie, des violences physiques et sexuelles pendant des décennies. Voilà donc des peuples, des nations, alors j'insiste, d'orientation plutôt anglo-saxonne, c'est pas le lieu, je n'ai pas la capacité d'analyser cette singularité, qui avance dans cette direction, et en France, bien que nous ayons Chirac qui a été capable de demander pardon pour la rafle des Maldives, il est clair qu'en France, il s'agit d'un sujet hautement sensible. Nous avons un passé, et je pense qu'on peut dire un passif assez lourd, avec des siècles d'esclavagisme et une république coloniale et néocoloniale qui n'a pas vraiment eu toujours les mêmes propres. Donc, je dirais c'est assez dommage, cette frilosité, car ainsi que l'ont montré les commissions vérité et réconciliation inventées en Afrique, le simple fait de dire la vérité, la réalité des faits commis, quelle que soit leur gravité, peut suffire à assurer la réconciliation de peuples déchirés par des années de violence. Dès lors,
dès lors que les responsables coopèrent en disant leurs faits, les victimes se voient reconnues en tant que telles. Et le consensus peut se faire autour de ce qui devient l'histoire officielle du peuple concerné. Alors, afin de mieux faire apparaître les aspects éducatifs liés à la question de la responsabilité, telle que je viens d'essayer d'illustrer, et donc cette forme de sacrifice de soi que constitue sa propre mise en cause, je vais essayer de résumer ce qui passe. Au plus essentiel, je dirais, l'idée est que l'accusation est ce qui divise et sépare. Ce qui se dit diabole en latin, c'est-à-dire donc que l'accusation est le diable qui divise l'assemblée des humains. Le conflit des représentations accusatrices mène vite à l'escalade de la violence. Je pense que l'histoire en témoigne. Dès lors, renoncer, et ce de manière proprement christique, à l'accusation, c'est assez exigeant, et venir donc se tenir à la position de l'accusé peut avoir d'immenses bénéfices au plan social et au plan de la paix. Voilà ce que j'ai essayé de faire apparaître. Il me semble que, pour résumer les choses de manière très simple, celui qui prend sa patate chaude apaise immédiatement le groupe. Car la causalité cesse de circuler comme elle le fait dans un jeu de mouchoirs chez les enfants. Chacun sait qu'il ne risque plus alors que celui qui est responsable est venu assumer. Chacun sait qu'il ne risque plus de se voir refiler le roi de pique ou le mistigris, comme on disait dans mon jeune temps, mais comme on fait aussi actuellement beaucoup dans pas mal d'organisations publiques ou privées, des entreprises, et même dans les écoles. Vous connaissez ces formes de violence psychologique, de harcèlement, où la causalité de ce qui dysfonctionne est attribuée, l'expression le dit assez bien, l'expression classique, au lampiste. Le lampiste, c'est dans la hiérarchie de la SNCF, le dernier en bas, celui qui allume les lampes pour faire passer les trains et qu'on va accuser du dérapage. Donc, dans cette perspective, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une éducation morale qui porterait à la prise de responsabilité. Une éducation morale qui porterait à la capacité à la mise en cause de soi. Une éducation morale qui amènerait à comprendre, en somme, c'est répété mais tellement peu entendu, que faute avouée est à moitié pardonnée. Il y aurait là, je crois, quelque chose de sain, de congruent avec la norme d'internalité qui régit nos sociétés occidentales. Norme d'internalité, c'est une étiquette de psychologue qui renvoie à cette nécessité qu'il y a pour chacun, actuellement, de savoir se présenter comme source, cause, origine de ses déterminations, de ses comportements, de ses actes, plutôt que comme un pion ballotté de droite et de gauche par l'autre. Il y aurait là quelque chose de sain qui nous amènerait certes peut-être vers une vieille névrose, mais qui aurait au moins l'avantage de contenir les tendances psychotiques des marmailles actuelles, incapables de supporter la frustration et promptes à accuser la terre entière de tout ce qui fait obstacle à leur désir. Il y aurait quelque chose de sain à se donner des modèles édifiants pour construire une conscience collective du pouvoir de pacification non violent dont chacun est porteur. Il y aurait quelque chose de sain à ce que chacun ait connaissance de toutes les bonnes raisons d'accomplir un acte courageux, car encore tellement coûteux. Il me semble que la responsabilité est bien cet équivalent moral de la guerre que le psychologue William James appelait de ses voeux, car il s'agit d'un sacrifice presque aussi coûteux pour l'individu, mais tellement plus bénéfique pour la société. La paix a quasiment toujours été payée du prix de la guerre. Il me semble que d'autres monnaies sont à inventer. La responsabilité me paraît mériter d'être mise à l'épreuve. J'espère vous en avoir donné quelques bonnes raisons. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, nous vous remercions tous, M. Guy-Laurent. Nous allons passer la parole à notre historien, je dirais, national, parce qu'à la Réunion, nous sommes français, n'est-ce pas, M. Sudel Fumard. Je pense que vous allez nous faire revivre notre histoire. Votre sujet est formidable et je suis sûre que nos invités vont être heureux de vous avoir rencontré. Monsieur Sudel Fumard, quand vous êtes prêt, la parole est à vous. Merci, juste. Prenez votre temps, c'est pas de problème. Et merci. Avec plaisir.